Dans un CHU, il y a des ressources humaines, il y a des enjeux qui sont liés à l'hôtellerie, il y a des enjeux qui sont liés au circuit du patient, il y a des enjeux qui sont liés à la logistique. Donc soit les gens qui sont dans le top management ont eu la formation nécessaire, pour cela la formation de qualité, soit il ne faut pas en avoir peur, voir avec nos collègues du secteur privé ou d'autres secteurs, ou des fondations par exemple, pour qu'ensemble nous puissions mieux gérer et mieux gouverner le système de santé. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Albarit Bank et Oncorad Group. Bonjour à vous tous, merci d'être sur l'heure des experts, le domaine de la santé. Voilà un sujet en pleine transformation actuellement au Maroc. À peine ce sujet évoqué que se rejoignent et que se rajoutent d'autres questions, à savoir le financement, l'assurance, l'investissement, bref, tout ce qui concerne la santé pour tous. Le but évidemment de ce panel est d'entamer une profonde réflexion sur certains mécanismes, des mécanismes capables de soutenir la réforme du système actuel, développer les infrastructures et garantir un accès équitable aux soins. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir Madame Nisrine Benjeloun, directrice marché des pros, des professionnels TPE auprès de Albarit Bank. Je reçois également Madame Mariam Chami, directrice générale déléguée du groupe Oncorad. Et enfin, le professeur Jafar Heikel, expert dans le domaine de la santé. Merci mesdames, merci monsieur d'être là. Je commencerai d'ailleurs par vous, professeur Heikel, si vous le permettez. Quels sont, selon vous, et c'est vrai que c'est un thème très récurrent en ce moment, les défis qui sont posés par la force des choses, les défis de financement dans ce domaine bien précis qu'est la santé, notamment en termes d'infrastructures et d'accès aux soins? Bien, bonjour. D'abord, merci pour votre invitation et la présence de mes collègues. Je crois que l'enjeu majeur, effectivement, vous avez insisté sur le financement, mais ce n'est pas que le financement. Le financement, c'est un outil. C'est un outil pour les infrastructures, bien évidemment, mais le tout, et ce qui est fondamental, c'est l'accès aux services de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que nous améliorons l'accès équitable aux services de santé de Tanger à El Gouira. Et pour cela, bien sûr, il faut des infrastructures, mais il faut des femmes et des hommes, c'est-à-dire les ressources humaines. Et il faut une gouvernance donc de ce système de santé, aussi bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale. Vous avez vu que le dernier conseil de ministres, grâce aux orientations royales, maintenant on va passer à un budget de 42,4 milliards de dirhams pour le ministère de la Santé, dont une partie importante sera réservée à l'investissement pour les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, ce n'est pas que l'hôpital, on pense toujours au CHU, à l'hôpital régional, à l'hôpital préfectoral. C'est d'abord les soins de base, c'est-à-dire ce qu'on appelle les centres de santé. Leur équivalent dans le privé, ce sont les cabinets médicaux, mais dans le milieu de la santé publique, ce sont les centres de santé en milieu urbain et rural pour que tous les citoyens dans les zones enclavées, vulnérables, puissent accès à ces services de base. C'est la vaccination, c'est la santé de base, la mère et l'enfance, etc. Donc ce financement est vraiment crucial pour remettre à niveau les infrastructures. D'ailleurs, c'est un des 4 piliers de la refonte du système de santé. Albarit Bank, Madame Benjeloun, voilà, ça a été dit pratiquement d'une manière indirecte, l'argent c'est le nerf de la guerre. Quelles pourraient être dans ce cas-là des solutions financières innovantes dans la mesure du possible à mettre en place pour aider justement les TPE, PME à accéder à ces différents financements? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui. Et permettez-moi, avant de répondre à votre question, puisque nous parlons aujourd'hui de financement du secteur de la santé, d'évoquer le citoyen marocain qui est au centre de cette réflexion. Comme l'a bien dit Dr Heikel, le grand défi aujourd'hui, c'est de garantir les services de la santé équitablement à tous les Marocains de Tanger à El Gouira, avec la même qualité de service, avec le même niveau de prise en charge. Au niveau de Albarit Bank, cette vision, c'est notre ADN. Elle est inscrite dans le cœur de notre stratégie depuis 15 ans. D'ailleurs, nous venons de célébrer nos 15 ans. Et cette vision, elle s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de la SNIF, qui est la stratégie nationale d'inclusion financière qui a été lancée par l'État en 2021.
Donc, depuis la création de l'Albarid Bank, nous œuvrons au quotidien à offrir les mêmes services à tous les Marocains, de la même manière, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Donc, c'est justement dans cette logique d'inclusion aujourd'hui que nous accompagnons le secteur de la santé. Je dirais le grand défi, ce n'est pas de proposer des services financiers, mais de proposer des solutions de financement qui sont accessibles d'abord, très simples et qui répondent aux besoins des médecins dans tout le Maroc. Donc, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? On propose des solutions de financement modulables avec des différés importants pour les médecins qui s'installent. On propose des durées de crédit qui peuvent aller jusqu'à 7 ans pour les crédits pour acquérir le matériel. On propose également des durées qui peuvent aller jusqu'à 7 ans pour les acquisitions professionnelles. Et voilà, donc il faut également qu'on parle au-delà des solutions financières. Il y a également l'innovation dans le parcours, dans l'expérience client du médecin. C'est qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de proposer des parcours, je dirais, simples, fluides, digitaux, mais et également mettre à la disposition des médecins des experts, des interlocuteurs qui peuvent les prendre en charge et les accompagner de bon en bout dans leurs projets. Aujourd'hui, au niveau de l'Albarid Bank, nous avons créé des centres d'expertise partout au Maroc, de Tanger à Lyon, où nous accompagnons et nous soutenons les médecins qui s'installent en les assistant au montage de leur business plan. Et donc, l'idée est très simple, c'est que aujourd'hui, avec tout cet accompagnement, c'est de permettre aux médecins de se concentrer sur son métier pendant que la banque se charge de tout. Voilà, c'est déjà un souci de moi, si je comprends bien, en tout cas pour les médecins surtout. À Encorade, Madame Chami, j'imagine que tout a été balisé pratiquement. Que reste-t-il encore comme principaux obstacles, défis rencontrés pour financer, pour développer des structures de soins à travers tout notre pays? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je voudrais souligner un élément qui est extrêmement important. Madame Jeune parlait d'installation de médecins, Dr Heikel parlait d'infrastructures privées, d'infrastructures publiques et de développement de l'infrastructure publique. Je voudrais souligner un élément important qui est que la médecine est de plus en plus technologique et la médecine est de plus en plus capitalistique. C'est-à-dire qu'avant, un bloc chirurgical pouvait servir à faire du viscéral, du cardio, du traumato. Aujourd'hui, le niveau de spécialisation requis pour délivrer une médecine de pointe, une médecine au service du citoyen pour lui amener le meilleur de ce qui peut arriver, est une médecine qui est de plus en plus technologique. Et qui dit technologie, dit des investissements de plus en plus importants. Donc c'est un élément extrêmement important à souligner. Des investissements en équipement, en infrastructure, parce qu'il faut l'infrastructure qui héberge ces équipements. Les conditions sont extrêmement particulières. Pour faire de la radiothérapie, c'est des bunkers, c'est des choses extrêmement poussées, mais aussi des investissements humains, puisque aujourd'hui la santé ne tourne plus qu'autour du médecin ou de l'infirmier. La santé aujourd'hui, c'est l'ingénieur biomédical, c'est le technicien de radiothérapie, de radiologie, etc., qui sont des profils de plus en plus pointus et dont on a besoin aussi dans le développement de l'écosystème au sens global. Donc, une médecine qui est de plus en plus capitalistique et qui requiert de l'investissement fort. L'enjeu du privé, et j'aborde ce point dans la continuité du docteur Heikel qui a abordé le public, l'enjeu du privé aujourd'hui est vraiment comment passer des petites cliniques familiales, qui sont des TPE, donc je ne parle même pas du cabinet, je parle de la clinique familiale, que le père médecin a développé, qu'il a passé au fils ou à la fille médecin. Comment est-ce que ces petites TPE, qui ont toujours tourné autour d'une médecine limite de proximité, vers une médecine de pointe qui est la médecine qui est attendue aujourd'hui? Comment les aider sur le plan structuration et gouvernance? Parce que pour aller acheter un robot opératoire ou des équipements de radiologie, etc., c'est tout de suite des centaines de millions de dirhams. Il faut maîtriser la finance,
il faut maîtriser le pilotage de l'activité, il faut maîtriser ce que c'est qu'un BP. Comment les amener à ce niveau-là pour qu'ils puissent se développer à leur échelle et offrir le meilleur en complément à l'offre publique, puisque j'estime qu'un système de santé, c'est du privé-public, qui doivent se compléter pour offrir le meilleur aux citoyens. Donc ça, c'est un premier point important, c'est un premier frein. Aujourd'hui, c'est des TPE familiales à petite échelle qui doivent vraiment émerger pour être at scale, pour pouvoir aller vers l'autre niveau. L'autre élément important, c'est la transparence fiscale. Puisque pour aller chercher des financements aussi importants en banque ou à travers des fonds d'investissement, etc., il y a un tas de solutions aujourd'hui, il faut être dans une approche de fiscalité totalement transparente et du déclaré, parce que c'est un business plan avec des déclaratifs d'impôts, avec des dépôts de bilan, avec des choses totalement structurées dans lesquelles ces unités doivent évoluer pour pouvoir offrir le meilleur et pouvoir aller de l'avant. Donc l'enjeu, c'est un enjeu de scalability de taille et un enjeu de structuration et de gouvernance pour que ces petites unités familiales deviennent demain des acteurs qui jouent et qui complémentent l'offre de santé au service du citoyen en accompagnement du public. Professeur Hickel, on a entendu 2 mots clés, structuration, gouvernance. Qu'est-ce qui pourrait peut-être servir d'exemple par rapport à tout ce qui se passe à l'étranger et qui pourrait plus ou moins être dupliqué ici, parce que j'imagine que voilà, le système de santé au Maroc, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. J'imagine qu'il doit y avoir d'autres exemples, voilà, plus ou moins à prendre en considération par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Oui, j'aborde parfaitement sur les éléments dont a parlé ma collègue, sur les structurations, c'est les petites cliniques villas qui doivent devenir donc des structures qui répondent aux normes simplement, d'abord de sécurité sanitaire pour nos patients. Ils ont droit à la sécurité donc sanitaire. Et encore une fois, la sécurité sanitaire, c'est pas le privé, c'est pas le public, c'est les deux. La sécurité sanitaire doit être assurée pour tout le monde, dans le public, dans le privé. La qualité de service doit être dans les deux secteurs. La performance doit être dans les deux secteurs. La gouvernance doit être dans les deux secteurs. Et aujourd'hui, je crois que nous devons faire un saut qualitatif important pour rejoindre ce qu'a dit madame. Mais l'enjeu aussi chez nous, c'est de changer de façon de penser. On parlait tout à l'heure de paradigme, de façon donc de penser. Quand on gère une infrastructure sanitaire, évidemment, c'est pas une usine de voitures, c'est pas une usine de chaussures, mais il y a des grands principes. Et les médecins sont là pour s'occuper des patients, du diagnostic. Il y a des gens qui ont l'expertise pour monter des business plans, pour monter des stratégies, pour mettre en place des équipes. Dans un CHU, par exemple, c'est m'a dit, dans un CHU, il y a des ressources humaines, il y a des enjeux qui sont liés à l'hôtellerie, il y a des enjeux qui sont liés au circuit du patient, il y a des enjeux qui sont liés à la logistique. Donc, soit les gens qui sont dans le top management ont eu la formation nécessaire pour cela, la formation de qualité, soit, il ne faut pas en avoir peur, voir avec nos collègues du secteur privé ou d'autres secteurs ou des fondations, par exemple, pour qu'ensemble, nous puissions mieux gérer et mieux gouverner le système de santé. Parce que c'est ça le point crucial. Si vous mettez beaucoup d'argent, et là, l'État va mettre beaucoup d'argent, le privé met aussi beaucoup d'argent. Si vous mettez énormément donc d'argent et que vous n'avez pas les femmes et les hommes avec des process pour faire tourner, j'allais dire donc, la machine, le produit fini qui est en fait améliorer la santé donc des citoyens, ne sera pas bon. Et à mon sens, c'est réellement l'enjeu. Ce qui se passe partout dans le monde, et d'ailleurs on l'a vécu avec la crise de la Covid-19, c'est la capacité de résilience des systèmes de santé et la capacité de gouvernance de nos systèmes donc de santé, du primaire au secondaire au tertiaire. Et c'est là où nous devons, à mon sens, encore une fois, améliorer les choses dans le secteur. Je rejoins également ce qu'a dit madame. Nous avons besoin du privé et du public. Mais nous avons besoin quand même d'un leadership du secteur public. Pourquoi ? Pour que les citoyens puissent avoir accès aux services de santé, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Et le privé a un rôle majeur pour accompagner l'État. Et d'ailleurs, je terminerai par ça, c'est m'a dit, la mission de service public qui est la santé, il n'a jamais été écrit qu'elle doit uniquement être assurée par l'État. Le privé est capable aussi d'assurer une mission de service public. Évidemment, à la condition d'un cahier de charge, à la condition de balises, à la condition, bien entendu, d'éléments de contrôle
et de régulation. Et à mon sens, ce sont les éléments clés. Alors cette dernière intervention du professeur, et qu'elle vous interpelle quelque part, justement, quelles sont les modalités, en tout cas les moyens utilisés par les banques privées pour aider effectivement ces petites structures que l'on voit apparaître ça et là? D'accord. On sait aujourd'hui que le secteur de la santé, il connaît une transformation, notamment par l'émergence des nouvelles technologies, l'IA, la digitalisation, mais surtout, je dirais, la montée en compétence des exigences et des attentes du citoyen marocain. Donc, concrètement, aujourd'hui, et pour accompagner cette innovation, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on accompagne le médecin depuis son installation jusqu'à son développement. Et Madame a parlé tout à l'heure de la transmission de l'activité dans le cadre des structures familiales. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aujourd'hui des solutions pour l'acquisition de cabinets, pour l'achat des terrains qui vont abriter les structures de santé. On finance les aménagements, les constructions et le matériel. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est on est très proche des partenaires de l'écosystème de la santé, notamment les ordres de médecins et les associations, les fournisseurs de matériel. Donc, dans l'objectif d'anticiper le besoin du médecin, d'adapter nos solutions de financement et surtout permettre aux médecins de bénéficier de conditions d'éligibilité plus adaptées, que ce soit en termes de conditions tarifaires, que ce soit en termes de durée. Et ces partenariats, aujourd'hui, nous ont permis de financer beaucoup de médecins qui s'installent. Et ce qu'on a remarqué, il y a une tendance, c'est que beaucoup de médecins s'associent pour créer des petits groupements de proximité. Moi, je dirais que c'est un modèle aujourd'hui qui marche et qui offre beaucoup d'avantages, comme la maîtrise des coûts, l'augmentation de la rentabilité et surtout la maîtrise du risque. Et il faut également que je parle d'un partenariat stratégique qui a été signé entre Team Welcome et El Barid Bank, et aujourd'hui qui permet à tous les étudiants des écoles privées, notamment l'UM6SS, de bénéficier d'un crédit pour financer leurs études, soit partiellement, soit totalement. Donc je dirais aujourd'hui que Barid Bank finance tout le parcours d'un médecin et met à sa disposition des experts qui peuvent l'assister, parce que l'assistance, elle est très importante. Lui, il maîtrise son domaine en tant que médecin. La banque, elle est là pour le soutenir, pour l'accompagner, pour lui faciliter surtout la tâche et lui offrir les mécanismes et les solutions adapté à son projet d'installation ou de développement ou de transmission de l'activité. On parle de partenariat, là. Hein. Est-ce qu'il existe véritablement des partenariats publics-privés pour pouvoir justement booster ce genre d'investissement? Alors, oui, ça pourrait être mieux. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le besoin est colossal. Le besoin, que ce soit sur des petites structures, que ce soit sur des grosses infrastructures publiques ou sur de grosses infrastructures privées, est extrêmement important. Notre population, alhamdoulilah, grâce à l'initiative royale de lancement de l'AMO, a enfin accès. Qu'on le veuille ou non, c'est une situation qui s'est énormément améliorée. Elle a accès à la santé. Des gens qui ne pouvaient pas se permettre d'aller voir un médecin peuvent quand même aller voir un médecin. Le verre est à moitié plein et pas à moitié vide. Mais on est devant une population qui est en train de vieillir. Pendant très longtemps, on était une population extrêmement jeune. Donc c'est une population dont la demande sera de plus en plus accrue sur les prochaines années. Aujourd'hui, je pense que il y a un partenariat public-privé qui fonctionne, qui a toujours fonctionné, mais qui mériterait d'être un peu boosté pour qu'on puisse répondre tous ensemble, main dans la main, à ces demandes de citoyens. Je reprends ce que Dr Heikel a abordé tout à l'heure comme cahier des charges. Il faut qu'il y ait des cahiers des charges clairs, il faut qu'il y ait des contrôles clairs pour s'assurer du respect des normes sanitaires, etc. Mais en même temps, il y a vraiment besoin de continuer à accélérer les autorisations,
de continuer à accélérer la validation de certains imports de médicaments, de certains imports d'équipements, parce que il ne faut pas qu'on soit à la traîne par lourdeur administrative ou par lourdeur réglementaire. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux qui sont extrêmement importants devant le développement de la santé demain. Ensuite, je pense que le cadre réglementaire qui permet aujourd'hui à des privés non médecins d'investir dans les cliniques a changé la donne, parce qu'il a permis, il a donné aux privés beaucoup plus de moyens d'investissement que ça ne l'a été il y a 10 ans. Donc ça fait un changement extrêmement important dans le paradigme global. Mais je pense que, comme on en a discuté en prenant le café ce matin tous ensemble avant l'émission, je pense qu'il y a quelques sujets il y a des sujets de fond qui doivent être adressés pour aussi que le privé puisse jouer son rôle en accompagnement du public, qui doit être le leader. C'est quoi? Quels sont ces sujets? La TVA, par exemple. Aujourd'hui, parce que, in fine, tout ça se retrouve dans la poche du citoyen. En fait, sort de la poche du citoyen. Aujourd'hui, la santé est l'un des secteurs qui ne récupère pas la TVA. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que en important des machines à des milliards, on va payer la TVA dessus, alors que la pratique est exonérée de TVA? Certains secteurs, et franchement, moi je ne suis pas forcément favorable à des aides aux investissements, etc. Parce qu'il faut que les structures soient aussi guidées par la performance, pour servir dans le respect du pricing national, de la TNR, de ce que doit payer le citoyen. Mais je pense que le public, en fait, la gouvernance pourrait aider mieux le privé à travers, pour moi, 2 sujets. Le premier, c'est la TVA. Le deuxième, c'est probablement la fiscalité, mais des modèles ingénieux qui pourraient... c'est pas de l'argent qui va dans la poche des investisseurs. C'est un surcoût qui est enlevé aux citoyens. Et on peut penser des modèles extrêmement différents qui peuvent nous amener vers ça. L'autre chose que je voudrais aborder, c'est la gestion déléguée. Alors, j'enlève moi ma casquette en Corade et je mets ma casquette de citoyenne du monde. On a beaucoup de modèles dans le monde où une partie de la santé publique, pas toute, a été donnée en gestion déléguée pour une forme de mise à niveau, d'injection des logiques de performance, etc., d'alignement des intérêts pour qu'on n'ait pas une forte émigration du savoir-faire du public vers le privé, comme on peut le vivre aujourd'hui au Maroc, et qui a donné aussi ses preuves. Je pense que le Maroc a une expérience extrêmement importante dans tout ce qui est utilities. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas au public après, mais aujourd'hui, je pense que le passage par les gestions déléguées de l'eau, de l'électricité, nous a permis de faire un saut. Il y a eu des problèmes. Il n'y a jamais de solution que dans le positif ou que dans le négatif. Mais ça a permis quand même d'avoir un saut qualitatif énorme dans la qualité de service offerte aux citoyens. Ça revient maintenant au public qui a appris, qui non seulement récupère la gestion, mais récupère le know-how qui a été développé dans cette gestion et qui nous permet d'aller de l'avant. Est-ce que ce modèle ne devrait pas être pensé un peu pour le public, pour qu'on booste certaines entités, mais en tout cas faire des essais qui pourraient nous amener vers autre chose? Imaginer une gestion déléguée dans le domaine de la santé, comme cela s'est fait, d'ailleurs ça a été dit, au niveau de l'électricité, de l'eau, de l'assainissement. Je pense qu'on peut envisager, je suis absolument d'accord, on peut y envisager différents modèles, encore une fois. Gestion déléguée ne veut pas dire privatiser le secteur public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouh là là, vous voulez privatiser ?» Pas du tout. L'idée, c'est de dire « Est-ce que lorsque l'État ne peut pas tout faire et l'État ne peut pas tout réaliser, est-ce qu'on ne peut pas aider l'État avec un certain nombre de compétences ou d'expertise qui vient d'autres domaines, qui vient des banques, qui vient du secteur privé et où on va pouvoir mettre à niveau, voire optimiser, voire améliorer la gouvernance de notre système de santé, parce que, in fine, c'est quoi l'objectif global? C'est améliorer la santé donc des citoyens. Et il y a des modèles pour lesquels, d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait un appel d'offres extrêmement important pour que les polycliniques de la CNSS soient mises en gestion déléguée à des opérateurs privés.
privés, nationaux ou internationaux. Donc, je veux dire, c'était une réflexion et il y avait un débat avec les syndicats, il y avait un débat avec le conseil d'administration et c'était fait avec intelligence, avec maturité, etc. Je pense qu'il faut avoir ce genre donc de réflexion sans pour autant que l'État se désengage. C'est pas, l'État ne se désengage pas, il reste le maître. Mais quel serait l'intérêt justement de L'intérêt, déléguer c'est ça? optimiser. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de situations, on le voit, la productivité, la notion donc de performance, et d'ailleurs on a toujours l'impression que la productivité ou la notion donc de performance, on n'est pas là pour la faire dans le secteur public. Pas du tout. Dans le public, et d'ailleurs on a vu, il y a plein d'exemples d'entreprises publiques qui sont formidables, qui sont exceptionnelles, qui sont extrêmement performantes. Il y en a plein, je ne citerai pas de noms comme ça, on reste neutre, mais on peut envisager également des structures donc publiques avec un management différent, avec une façon de faire donc différente, qui va optimiser. Je vais vous donner un chiffre qui est assez intéressant. Quand on voit par exemple le taux d'occupation des lits hospitaliers dans le secteur public, ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres officiels. Il est de 56,6%. Ce chiffre fait en sorte que malheureusement, il y a quasiment 40% des lits qui ne sont pas occupés et qui sont vides. C'est une performance, entre guillemets, qui n'existe pas dans le privé. Dans le privé, vous allez rarement trouver des structures où la moitié des lits est vide. Donc, encore une fois, il n'y a pas de responsable, mais comment on peut faire mieux? Comment on peut faire mieux le taux de rotation? Comment on peut faire mieux pour l'utilisation des ressources humaines? Encore une fois, tout en respectant les droits des ressources humaines, en préservant, les valorisant, etc. C'est pas parce qu'on va donner, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut penser. Je dis pas qu'il faut tout donner au privé. Il y a peut-être des structures, je vais vous donner un autre exemple qui existe dans certains pays. Des fois, lorsque le patrimoine existe à l'État, je vous donne un exemple, vous avez un hôpital sur 4 ou 5 hectares, vous avez un terrain qui est vide, le privé peut venir investir avec l'État, il peut, parce que ce qui coûte cher, c'est également quand un investisseur privé va venir, malheureusement, le terrain, ça coûte extrêmement cher dans les grandes villes. Donc, on peut envisager que l'État puisse laisser le privé utiliser justement le terrain ou les bâtiments qui ne sont pas utilisés pour performer et produire, et en échange, il va payer une redevance, ou en échange, il va prendre en charge des patients qui n'ont pas les moyens, donc des personnes vulnérables. Ça va soulager l'État et tout le monde est gagnant. Encore une fois, avec un cahier de charges, avec des valises, etc. Donc, je suis pour aller dans la réflexion à dire, est-ce que cette mission de service public, dans certaines conditions, dans certains lieux, est-ce qu'on peut pas envisager ce partenariat public-privé encore un cran plus loin que ce qui existe aujourd'hui? Ce qui nous ramène, Madame Geloun, justement à nous poser la question de savoir s'il existe véritablement peut-être des modèles de soutien financier, des modèles de soutien bancaire beaucoup plus adaptés que d'autres, évidemment, et éventuellement donc à certains projets. Je dirais que c'est une question essentielle, surtout quand on parle de l'impact social. Aujourd'hui, autant que banque citoyenne, Al-Barid Bank va au-delà du financement. Il y a des modèles aujourd'hui qui existent et qui allient les produits financiers classiques avec je dirais les fonds de garantie comme ceux de Team Welcome. Donc, et il y a également des subventions qui sont aujourd'hui proposées par Team Welcome. Mais je pense qu'il faut réfléchir à un modèle plus structuré, où tous les acteurs concernés par cette question s'associent et qu'il y ait une forte synergie et qu'il y ait une confiance entre tous les acteurs. Il faut qu'il y ait une confiance entre les banques, les assurances, les partenaires publics et également les professionnels de la santé. Moi, j'ai parlé tout à l'heure du partenariat avec Team Welcome et notamment avec l'UMC. C'est que d'abord, il faut commencer par l'éducation financière aux étudiants en médecine. Aujourd'hui, le médecin, quand il sort de l'école, je dirais, il est confus. Il sait pas quoi faire. D'accord? Donc, il faut beaucoup communiquer sur ce que font les banques ou sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire un médecin qui compte se prendre en charge lui-même. Voilà, c'est ça. Quand un médecin s'installe, il est confus. Généralement, il n'a pas les moyens. Soit il a fait ses études dans le public, ou là, c'est quelqu'un qui a fait le privé. Et quand on sait que le privé, c'est très cher. Donc, il est livré à lui-même pour je dirais, lancer son cabinet.
Donc aujourd'hui, concrètement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit communiquer beaucoup sur les mécanismes et les solutions de financement aujourd'hui existantes. D'accord ? C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment les ordres de médecins et les fournisseurs du matériel médical, parce que ils ont la base de données de tous les médecins qui s'installent. Donc, qu'est-ce qu'on leur demande ? C'est qu'aujourd'hui, on met à leur disposition nos experts, d'accord, qui font de la formation et de l'éducation financière au profit de ces étudiants qui souhaitent s'installer. Aujourd'hui, il y a le crédit Intalaq, d'accord, c'est un crédit garanti par Timwilcom et qui est à 2%. Donc, je dirais que c'est un taux très attractif et qui est destiné aux médecins qui s'installent, d'accord. Et pour ceux qui sont en développement, d'accord. Donc, on les touche à travers l'écosystème des médecins. Aujourd'hui, on finance beaucoup de cliniques, on finance beaucoup de structures financières partout au Maroc. Est-ce que l'erreur, finalement, moi je vous écoute avec un certain recul, mais est-ce que l'erreur ne serait pas peut-être aussi, n'est pas de considérer le médecin qui commence véritablement son postulat, j'allais dire, de le considérer comme un entrepreneur? Alors, si vous permettez, je voudrais, je voudrais répondre à votre question tout dans la continuité de l'intervention de Madame Belgeloun. Un médecin n'est pas un gestionnaire. Et un gestionnaire n'est pas un médecin. Comme tous les entrepreneurs, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, mondialement, les systèmes de santé qui ont marché, et je reviens à la discussion qu'on a avec le professeur Haïkel avant d'arriver sur le plateau, les médecins doivent faire son boulot de médecin et les gestionnaires doivent faire leur boulot de gestionnaire. Aujourd'hui, les grands hôpitaux dans les pays qui fonctionnent, c'est des hôpitaux qui ont un médecin-chef et qui ont un gestionnaire-chef. Et c'est aux deux niveaux, c'est des calibres. Et aujourd'hui, je peux vous dire, moi, je suis là depuis quelques mois chez Encorad et je le comprends et je le sens parfaitement. C'est important de donner aux médecins les bases de la finance, qu'ils comprennent, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment aller largement au-delà si on veut réussir à monter en gamme. Et je vois deux mécanismes qui peuvent être vraiment apporter de la valeur et vite. Le premier, c'est créer la notion d'agrégation de ces médecins pour qu'ils puissent avoir un pool de gestion disponible. En Europe, ils achètent un service de gestion. C'est pas le comptable, c'est pas le comptable qui fait la comptabilité, mais c'est des rattachements dans une logique d'agrégation où tous les médecins, ils travaillent avec un gestionnaire qui les aide à se structurer, qui les assiste. Ils négocient de manière globale leurs achats d'équipements, parce que c'est pas que du financement, c'est beaucoup autre chose. Vous savez, un équipement, vous achetez un, il est à 100, vous achetez 30, il est à 40. Donc le scale est important. Donc je pense que cette notion d'agrégation, si jamais le Conseil de l'ordre commence à développer ce type de choses, peut être vraiment d'une grosse valeur ajoutée. L'autre élément important, c'est qu'on a vu en Europe. En Europe, il y a aujourd'hui au Maroc, c'est 90% de petites cliniques privées et 3 ou 4 groupes qui commencent maintenant à construire des hôpitaux at scale. En Europe, c'est le contraire. Il n'y a plus de petites cliniques privées et c'est plutôt des groupes qui s'installent, qui ont leur force, qui ont leur gestion, leur système d'information. Parce que tout ça, c'est énormément d'investissement. On a l'impression que c'est simple, mais c'est pas du tout... Et le sujet, et qui est un sujet d'actualité pour l'ensemble des acteurs, c'est comment intéresser un médecin qui a sa clinique à rejoindre un groupe et à tirer profit de ce groupe. Et là, je pense que, d'ailleurs, c'est pas propre au système de la santé au Maroc, c'est général par rapport à toute la logique d'entrepreneuriat. Comment faire que l'entrepreneur amène son business à un groupe et fasse partie, il détient des parts du groupe plutôt que de la boîte initiale. Je pense qu'il est vraiment temps à ce que le Maroc revoie totalement les modèles de fiscalité autour des stock options, autour des ce qu'on appelle les shadow shares. C'est des modèles financiers extrêmement puissants qui défiscalisent un certain nombre de choses et qui en fait que sur beaucoup de marchés, pas que dans la santé, mais aussi dans d'autres secteurs, un médecin peut apporter sa clinique à un groupe et plutôt que de te tenir sa clinique, il va te tenir 5% du groupe. Et ça permettra ce qu'on appelle de la consolidation,
Et qui dit consolidation dit capacité d'investissement plus forte, capacité de structuration plus forte et footprint et mise à niveau sanitaire, structurelle plus forte pour aller plus loin. Je sais que c'est un sujet que les fonds d'investissement mettent souvent sur la table, en tout cas au Maroc. Donc les fonds d'investissement, c'est les autres investisseurs qui investissent autre que le financement bancaire. Et je pense qu'il est temps pour le Maroc d'aborder ce sujet qui peut changer totalement la structuration de la dynamique entrepreneuriale dans le domaine de la santé, mais pas que. Comment ça se passe, Madame Jenloun, justement, auprès de Barid Bank quand il s'agit d'un profil, voilà, d'un jeune médecin qui débute? Voilà, avant effectivement de parler argent, j'imagine qu'il doit y avoir toute une discussion qui est faite autour des moyens de gérer la petite entreprise qui est en train de se monter. Tout à fait. Moi, je voudrais juste, avant de vous répondre, en fait, le constat, c'est que on est une banque jeune qui vient de se lancer sur le marché des professionnels. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une différence entre le médecin qui s'installe et qui était en dernière, qui est en 7e année, ou c'est un spécialiste qui n'a jamais exercé dans le privé, et d'autres qui exercent tant d'années dans le privé et qui souhaitent s'installer à titre privé. Donc le constat, c'est que l'étudiant médecin, il n'a aucune visibilité sur son projet. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il est confus. C'est pour ça je propose parce que vous avez posé la question, est-ce que ce n'est pas un entrepreneur? Je dirais que oui. Pourquoi? C'est vrai qu'il a une mission noble, celle de servir le citoyen marocain, mais quand il lance son cabinet, c'est une affaire qui doit générer du cash flow pour couvrir ses charges et bien sûr améliorer sa situation financière. Donc ce que je propose, c'est que dans les universités publiques ou privées, durant les dernières années, c'est de proposer des modules de gestion financière aux étudiants. Et je trouve que c'est très important, parce que lui, quand il vient à la banque, il y a ceux qui sont très avertis, et il y en a d'autres qui ont peur, qui ne veulent pas trop risquer. Donc il y a aussi des profils qui ne savent pas si il doit louer ou là il doit acheter, il doit s'installer dans quelle ville ou là dans quel quartier. D'accord? Donc je pense qu'ils ont besoin d'orientation, que ce soit par les universités ou par les profs qui les encadrent, et également par la banque. Donc quand ils viennent chez nous, et à travers nos relations avec les ordres et les fournisseurs de matériel, on essaie de l'orienter. D'accord? On essaie de l'orienter, on essaie de le conseiller, de l'assister. On lui facilite la tâche. On lui dit, au lieu d'aller chez un comptable, on te fait gratuitement le business plan. On le fait à un autre niveau. Parce qu'on est en fait devenus des experts. Donc, s'il me dira, je vais acheter un échographe, je sais le prix moyen de l'échographe chez tous les fournisseurs. Donc, on a une base de données interne aujourd'hui qui nous permet de construire le business plan et de le mettre à la disposition du médecin qui s'installe. C'est vrai, donc, professeur Heikel, on peut être un bon médecin, un mauvais gestionnaire. On voit qu'il existe une absence pratiquement de modules, ça a été dit, pour gérer les finances, en tout cas de ce médecin en herbe. Est-ce que c'est une matière qui ne serait pas intelligent peut-être d'ajouter dans le cursus de la formation? Alors d'abord, je vais vous donner une information, ça existe. Ah, ça existe d'abord déjà. Le cours d'économie de la santé, de finance et de gestion existe, mais je suis d'accord avec madame, c'est très peu. C'est 4 heures de cours. Tous les étudiants en dernière année de médecine ont 4 heures de cours. Par contre, ce qu'on a développé dans toutes les facultés publiques et particulièrement au niveau des fondations, à l'UM6SS, etc., on a des diplômes interuniversitaires, des masters et même un MBA en management hospitalier qui existe aujourd'hui. On a un MBA en management hospitalier dans lequel il y a des médecins. Alors, ce qui est assez marrant, je vous invite à lire une publication des Economist. The Economist, qui est vraiment une grande revue que vous connaissez tous. Lancet, c'est ça? Lancet. Non, The Economist. Très bien. The Economist. Et ils ont fait une étude extrêmement intéressante. Ils ont pris des indicateurs de performance chez 550 structures hospitalières, publiques et privées. Et ils ont comparé les styles de management. Et ils ont mis des indicateurs de performance. Et ils ont pris le gestionnaire pur et dur. Ils ont pris le médecin pur et dur, et ils ont pris le médecin
diplômé en management avec un minimum de 5 ans d'exercice en management. Et à votre avis, quel est le meilleur modèle qui a marché? Le dernier. Le premier modèle, c'est le médecin gestionnaire. Ah ouais. Le plus mauvais modèle, c'est le médecin. C'est le plus mauvais. C'est la catastrophe. Et le deuxième modèle, le plus intéressant, c'est un gestionnaire pur et dur. Et ils ont montré à chaque fois les biais des gestionnaires purs et durs, parce qu'un gestionnaire pur et dur, pour faire la caricature, il va pas comprendre les enjeux du médecin, il va pas comprendre, etc. Il va dire, moi, si j'ai acheté une IRM à 12 millions de dirhams, j'ai besoin de faire 4 IRM par jour pour la rentabiliser, parce que j'ai pris un leasing chez Barid X pendant 7 ans, et ça me coûte tant, et donc il faut que j'en fasse 4 par jour. Est-ce qu'il y a une nécessité médicale d'en faire 4 par jour? Et d'un autre côté, le médecin ne peut pas comprendre des enjeux de management. Il sait pas ce que c'est qu'un business plan et il va continuer à prescrire ou à faire des choses et il va s'endetter et crouler sous. Et donc, je crois qu'encore une fois, et pour rejoindre ce que disent mes collègues ici, je crois qu'il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Et je crois qu'un binôme intéressant, un binôme d'un gestionnaire et d'un médecin, ce binôme peut être très intéressant, d'abord pour ne pas couler l'entreprise. Et quand je parle d'entreprise, c'est pas uniquement le privé. Je parle du public. Un hôpital n'est pas censé gagner de l'argent, mais il n'est pas censé en perdre non plus. Et donc, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des finances publiques, nous avons tous intérêt, public et privé, à ce que nos structures de soins soient bien gérées de façon optimale, dans le but, bien entendu, d'améliorer la santé des citoyens. Mais si vous faites perdre de l'argent, si l'État investit dans des structures et que, à la fin, ces structures sont déficitaires, perdent beaucoup d'argent, in fine, c'est Ahmadi qui paye. Mais c'est le citoyen. C'est par ses impôts. Parce que si l'État finance, c'est par les impôts des citoyens. Donc, nous avons besoin de plus de rigueur, de plus de renforcement, de plus de formation en management sanitaire. C'est extrêmement important. Le privé a fait des efforts énormes. Il faut s'en féliciter. C'est une bonne chose. Eh bien, nous devons encore accélérer la cadence dans le secteur public. Comme ça, on peut être de meilleurs interlocuteurs aux banques, mais on peut également mieux travailler avec le secteur privé et comprendre les indicateurs donc de performance. Mais cela suppose effectivement que soit mis en lumière cette espèce d'intérêt sur l'innovation, sur les nouvelles technologies, j'imagine, qui ont un grand rôle pratiquement à jouer aujourd'hui. Que serait un médecin sans ces deux connaissances à mettre en pratique dans sa profession de tous les jours? Écoutez, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que l'innovation, est particulièrement, qu'elle soit génétique ou technologique, est le sujet de la médecine d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, et l'un des enjeux, c'est comment faire en sorte que, on forme des médecins qui soient ouverts à la technologie et comment on fait en sorte que ces médecins continuent à se faire former. Parce que tout le long d'une carrière, une carrière est longue. Et très vite, on peut être totalement dépassé. Je pense que l'enjeu est d'abord un enjeu sur les technologies médicales. Le digital est une composante, mais c'est pas le fond. Le fond aujourd'hui, c'est vraiment les technologies médicales de rupture qui sont en train d'envahir la médecine, qui sont en train d'amener une expérience client-patient très très différente. Parlons de la robotique par exemple. La chirurgie robotique aujourd'hui, elle change énormément de choses. La cryothérapie change énormément de choses. Mais il faut que les médecins soient formés à ces technologies et c'est un des enjeux qui est devant nous. Donc ça, c'est pas que le médecin. Le médecin, et souvent, toutes ces machines, elles sont pas tournées que par un médecin, mais par un ingénieur à côté. Donc il faut avoir les deux compétences et que les deux compétences soient là. Ensuite, un sujet qui en tout cas va arriver, est en train d'arriver, c'est l'intelligence artificielle. Elle y est déjà sur beaucoup d'appareillage médical. Je ne parle pas vraiment de digital. Le parcours patient digital, ça pour moi c'est du b.a.-ba de gestion qu'il faut mettre en place. Mais on parle de technologie réelle, d'innovation dans la médecine. Aujourd'hui, l'IA, le stockage des données, comment faire en sorte qu'un pays comme le Maroc puisse aussi participer à des études internationales de collecte de données qui permettent d'avoir le modèle marocain dans les logiques de détection, etc. C'est ça l'un des enjeux. Et pour reconnecter avec la question que vous m'aviez posée juste avant sur le partenariat public-privé, il y a aussi un sujet de réglementation sur la donnée, sur le stockage de la donnée.
parce qu'on va stocker des données relatives à des personnes, qu'il faut anonymiser, etc. Parce qu'il faut que le Maroc, et le Maroc peut, on l'a prouvé, participer et faire partie des grands qui non seulement utilisent ces machines, mais qui probablement et certainement demain participeront à leur propre développement. Et pour conclure, c'est aussi des milliards de dirhams. C'est des investissements extrêmement lourds et qui ne peuvent pas être portés par la petite clinique familiale. C'est vraiment... un robot, c'est 50 millions de dirhams. Et justement, quelle pourrait être la position, par exemple, ou les conseils ou les conditions de Barid Bank quand il s'agit d'un jeune médecin qui s'installe et qui effectivement souhaite investir dans ces technologies de pointe pratiquement, et j'imagine qu'ils sont onéreuses, dont le prix est quand même assez fabuleux. Est-ce qu'il y a des conseils à donner ou peut-être même des conditions? Parce que j'imagine que quand un médecin encore qui débute dans la vie active a des projets, a des idées, et quels pourraient être dans ces cas-là peut-être les conseils justement de votre banque qui pourraient peut-être ramener le médecin à de justes proportions? Nous, aujourd'hui, on finance la TPE. Donc, c'est généralement les petites structures qui ne dépassent pas les 10 millions de dirhams. D'accord? Mais nous avons des partenariats avec des sociétés, avec une société de leasing qui est Sofa Crédit. Donc, généralement, les médecins qui s'installent et qui ont besoin d'un investissement très lourd, comme le cas qu'a cité Madame, on les oriente vers Sofac. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, généralement, ces médecins, ils s'associent en groupement. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui s'installe, il pourra démarrer par un tel investissement. Généralement, les médecins qui investissent du matériel très lourd et coûteux, c'est généralement des médecins qui ont assez d'expérience dans le privé ou là, qui ont leur propre clinique aujourd'hui et qui souhaitent développer leur activité. C'est-à-dire qu'on peut imaginer peut-être une spécialité, un radiologue tout simplement, qui a fait toutes ses études en radiologie, qui souhaite installer tout un appareil, j'imagine, je ne connais pas le prix exactement. Oui, on a financé d'ailleurs beaucoup de radiologues qui s'installent. D'accord. C'est des investissements qui peuvent aller jusqu'à 20 millions de dirhams. Et aujourd'hui, on les accompagne. On les accompagne dans leur investissement. Mais comme je vous ai dit, le constat, c'est qu'aujourd'hui, ils préfèrent s'associer à 1, à 2, à 3 pour sécuriser et garantir le paiement du crédit. Je voudrais réagir sur la notion d'association. Je viens d'une famille de médecins, j'ai baigné dans des cliniques privées. Aujourd'hui, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est l'association. C'est un des problèmes, dites-vous. C'est un des gros problèmes des cliniques privées. Le plus gros des faillites des cliniques privées est dû aussi aux associations. Parce que c'est encore des médecins, pas des gestionnaires. Avec des règles de jeu pas claires, avec des compréhensions financières qui ne sont pas toujours alignées, et de manière assez fréquente, en tout cas le plus gros des faillites est dû à des associations, à des échecs d'associations qui ne sont pas gérés de manière structurée pour aligner tous les actionnaires, comme dans une gouvernance normale, sur un objectif commun, un budget, un business plan. Et tout le modèle d'association, c'est une règle de jeu quand même qui est différente dans le monde médical. Oui, dans le monde médical, d'abord. Et pour rejoindre ce que disait Madame Chami tout à l'heure, si les médecins, historiquement, avaient leur propre clinique, leur petite clinique et tout, etc., il ne faut pas oublier que c'est aussi dans cette notion de dire j'ai quelque chose qui m'appartient, c'est moi le patron, c'est moi qui décide, j'ai mon équipe, etc. Et intégrer de grands groupes, c'est finalement perdre mon indépendance. Et je suis médecin, je tiens à cette indépendance. Et on l'a vécu, beaucoup de grands groupes, sans citer le nom, qui voulaient récupérer certaines cliniques ou entre guillemets, les absorber selon la perception des médecins. On dit non, nous on est indépendants et on veut rester indépendants. Je crois que le cours des choses, l'histoire naturelle de ce process va faire en sorte que les petites cliniques vont comprendre qu'il y a un intérêt à se regrouper ou à rejoindre donc des grands groupes. Et
de façon progressive. On va y arriver, on n'aura pas le choix. C'est ce qui se passe en Europe. Bien sûr, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Il faut seulement, encore une fois, et partout dans tous les métiers, la réticence au changement, on le connaît, hein, dans nos cours de management, on connaît la réticence au changement. Il faut que ça se fasse progressivement, il faut que le médecin comprenne qu'il ne va pas perdre son indépendance, parce que le médecin a toujours dans sa tête dire, mais attention, la gestionnaire, elle va commencer à me dire comment je vais soigner mes patients, c'est elle qui va choisir les médicaments que je dois prescrire, c'est elle qui va choisir l'équipement que je vais faire, etc. Ce qui n'est pas vrai. Donc, il faut qu'il y ait ce juste milieu entre le respect de chacun et du territoire. Parce que chacun veut marquer son territoire. Il faut que chacun ait son territoire dans un sens de bonne gouvernance commune, que les gestionnaires fassent son job, que le médecin fasse son job. Le deuxième aspect qui est extrêmement important, c'est qu'au niveau des associations de médecins, moi je suis au niveau donc du Conseil de l'Ordre, donc je vois les soucis qui arrivent, je partage ce que dit Madame Chamy. Pourquoi est-ce que des fois il y a des conflits? Il y a des conflits, pourquoi? Parce que les intérêts ne sont pas alignés. Je vais vous donner un exemple typique. Si nous travaillons ensemble, vous et moi, si Cheikh m'a dit, et qu'on y sommes associés, mais que moi, j'ai 80% des patients, c'est moi qui ramène 80% de l'activité, pour ne pas parler de chiffre d'affaires à la clinique, et qu'ensuite vous voulez partager avec moi les bénéfices, ça me gêne un petit peu. Je caricature, hein, Cheikh m'a dit, vous m'avez bien compris. Et donc ça crée des tensions. Pourquoi? Parce que chacun veut être le patron. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la meilleure des choses qui pourrait arriver aux médecins en association, c'est de mettre un gestionnaire. C'est de mettre un gestionnaire qui a les qualifications, qui a les compétences nécessaires. Chaque médecin fait son job. Et ensuite, on va gérer en commun les bénéfices ou bien les... Et très souvent, un des problèmes c'est qu'ils veulent gérer ensemble les bénéfices, mais ils veulent pas gérer ensemble les pertes. Et ça, c'est un enjeu. C'est la moindre des choses. C'est un enjeu majeur. Mais je crois que beaucoup de médecins aujourd'hui sont en train de comprendre. Il faut pas non plus, encore une fois, jeter la balle. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites dans ce pays. Beaucoup de belles choses. Beaucoup de médecins du secteur public et du secteur privé ont réalisé des choses formidables dans ce pays. Il faut le reconnaître. C'est Hamadi. En 1956, l'espérance de vie des Marocains était de 47 ans. Aujourd'hui, elle est de 77 ans. Nous avons gagné 30 ans d'espérance. C'est grâce à des femmes et à des hommes dans ce pays quand même. Des infirmiers, des médecins, des administrateurs, des responsables, des groupes privés qui ont investi, l'État qui a investi. On a quand même fait des choses. L'indépendance, quel était, j'allais dire, l'environnement médical à l'époque? Il y avait quasiment rien. Il y avait beaucoup donc de médecins étrangers. D'ailleurs, l'hôpital Ibn Rushd que vous connaissez, qui s'appelle Maurice Go, c'est Maurice, le nom Maurice Go. Il était géré par Maurice Go. Donc, je veux dire, il y a eu, alhamdoulilah, on a formé des médecins marocains partout au Maroc, des femmes et des hommes exceptionnels. Je ne parle pas que des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des administrateurs, etc. On a progressé. Mais maintenant, c'est normal, on veut faire mieux. Et on veut passer à une autre étape. Et cette étape, il faut expliquer aux professionnels de santé, ensemble, eux, avec des managers, avec des banques, avec des institutions, avec l'État. L'État, je le répète, Hamadi, nous avons intérêt à ce que l'État reste le leader de la politique de santé dans le pays. C'est très important. Et le privé a un rôle crucial et fondamental. Mais il faut que le leadership soit associé. Pourquoi? Pour la régulation, mais surtout pour l'équité. Dans tous les pays du monde où l'équité est garantie en matière de santé, je parle donc en matière de santé, l'État garde le leadership. Il nous reste pratiquement 4-5 minutes maximum. Je vais vous donner quand même le dernier mot, 2 minutes pratiquement chacun, sur votre vision en tout cas du monde de la santé dans les années à venir. Et j'imagine, et Dieu sait que ce thème est d'actualité, avec cette jeunesse effectivement qui a concentré l'une de ses revendications autour de cette thématique, la santé. Je voudrais avoir votre vision sur les années à venir dans notre pays. Moi, je pense que je vais conclure par le commencement j'ai commencé par le citoyen marocain, parce que au niveau de l'Albarid Bank, notre réflexion elle est autour du citoyen marocain. On est une banque, on cherche à gagner de l'argent, mais pas trop. Donc aujourd'hui, je pense que encourager l'investissement reste un levier important pour l'évolution économique du pays et surtout pour le développement humain et sociétal du Maroc. Ce sujet ou cette vision ne doit pas être portée uniquement par un seul acteur. C'est l'affaire de tous.
c'est l'affaire de la banque. La banque qui doit structurer les financements, proposer, signer des partenariats avec le privé pour proposer des crédits avec des conditions très intéressantes pour le médecin. Parce que nous, en tant que banque, on ressent beaucoup de fierté à accompagner le médecin qui s'installe. Dès que le petit médecin aujourd'hui qui s'installe, là, c'est le médecin qui va soigner des milliers de Marocains et c'est le médecin qui demain va créer sa propre clinique. Donc on voudrait le voir grandir. Et je dirais que ce sujet est l'affaire de tous et que tout le monde doit travailler en synergie, en collaboration, en confiance pour créer un vrai modèle aujourd'hui qui répond aux besoins des médecins et du citoyen et du patient marocain et offrir un service accessible et équitable et durable. Merci beaucoup. Madame Chamy, votre dernier mot éventuellement sur votre vision. Alors moi, je voudrais vraiment partager deux points de vue personnels. Le premier, et je rejoins je réappuie ce qu'a dit professeur Heikel, l'État doit être le leader. L'État doit être le leader, mais il faut accélérer les réformes, accélérer le potentiel d'investissement, le PPP, etc. Donc ça d'un côté. Et de l'autre, je vais mettre un peu le pied au plat, dans le plat. La santé n'est pas que le médecin, n'est pas que l'hôpital, n'est pas que la clinique, c'est tout un écosystème. Et aujourd'hui, la qualité de la santé, le coût de la santé, les deux, parce que les deux sont souvent liés, n'est pas que le médecin ou la clinique ou l'hôpital, c'est aussi l'écosystème. Et je pense que il est vraiment temps, je pense que la consommation commence à arriver à des niveaux importants, etc., à ce que le Maroc repense sa stratégie d'écosystème de santé comme on l'a fait dans l'automobile. Moi, j'ai fait de l'automobile et de l'aéronautique à un moment de ma carrière. Et si on est arrivé là où on est, c'est qu'on a réfléchi à l'intégration, on a réfléchi à comment développer les chaînes de valeur, etc. Aujourd'hui, alors moi, il y a un pays que j'ai beaucoup connu sur le plan professionnel, qui est l'Inde. Ben moi, ça me fait mal au cœur de voir le niveau de consommable qui vient d'Inde, à quel prix il est acheté en Inde et à quel prix il est vendu à l'hôpital public. Et je pense que il y a eu des situations de rente qui se sont installées, etc. Il est temps à y mettre fin. Il est temps à ce que le Maroc fabrique du fil de suture. Il est temps que le Maroc fabrique un minimum. On l'a fait pour les masques avec Moulay Hafed Alami, rappelez-vous, au moment du Covid. Il n'y a pas de raison. Vous savez, le médicament et le consommable, c'est une très grosse part du coût de la médecine. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps qu'on réfléchisse à un vrai écosystème. Qu'est-ce qu'on doit développer localement? Qu'est-ce qu'on doit importer? Si on importe, comment contrôler les marges des importateurs? Parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Et je parle en tant que citoyenne marocaine. L'autre élément, et c'est le dernier, moi j'ai monté une équipe d'ingénieurs qui a été les premières équipes d'ingénieurs au Maroc qui a développé de l'automobile, de l'aéronautique, qui sont aujourd'hui autour de 5000 ingénieurs. On a démarré en 2015, on était 50. Et dans cette équipe, on a démarré à faire de la pharmacologie. Vous savez, tout ce qui est certification, etc. Et on a eu quelques équipes qui ont participé à des projets de GE, etc., sur du développement de machines. Moi, je pense que la demande mondiale est telle que ce qui s'est passé en automobile, ce qui s'est passé en aéronautique se passera dans la santé. Et je pense que en ingénierie de santé, en développement d'équipements médicaux, le Maroc, avec ce qui se passe entre l'Europe et la Chine aujourd'hui, a une vraie place à aller chercher. Mais ça ne peut se faire que dans le cadre d'une stratégie réfléchie autour de quel serait notre écosystème de la santé dans le futur. Merci. Professeur Heikel, votre dernier mot. Oui, deux points le secteur essentiels. Je crois que depuis 2018, on a des orientations royales, vision, une autoroute est tracée. L'enjeu pour nous, c'est la mise en œuvre. Les orientations royales sont là, les textes de loi sont là. Il faut passer à une vitesse supérieure. Bon, d'ailleurs, le dernier conseil de ministres a aidé dans ce sens. L'enjeu pour nous, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre des groupements sanitaires territoriaux, la mise en œuvre de la haute autorité de santé, la mise en œuvre des textes de loi. Ça, c'est le premier point. C'est extrêmement important pour faciliter justement tous les maillons de cette chaîne de valeur santé ou cet écosystème santé. Il faut qu'on accélère. Maintenant, aujourd'hui, on a tout pour. Le deuxième point, il faut que nous installions encore plus dans tous les secteurs, mais particulièrement dans ce secteur, la culture d'évaluation.
l'évaluation est fondamentale. Il faut que nous évaluions tous les process. Pas parce qu'on veut faire de l'inspection. On veut faire de l'évaluation pour améliorer les choses. Et je crois que c'est extrêmement important pour que la santé des citoyens, qui est un bien commun, la santé des citoyens, c'est un bien commun. Eh bien, il faut que ce bien commun, nous puissions y participer tous. Voilà, on termine. Merci, Madame Nisrine Benjeloun, directrice marché des pros TPE auprès de Barid Bank. Madame Mariam Chami, directrice générale déléguée du groupe Oncorad. Et le professeur Jafar Heikel, expert en santé. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et Dieu sait qu'il est précieux en ce moment, en cette période de profonde réforme, on l'a dit, du domaine de la santé au Maroc. Et merci à vous de nous suivre sur les différents réseaux sociaux et sur la plateforme L'Économiste. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Cette émission vous est présentée en partenariat avec Al Barid Bank et Oncorad Group.